J'aimerais prendre le temps de revenir sur les erreurs les plus communes qu'on peut rencontrer lorsqu'on souhaite aborder un jeûne, souvent les premiers qu'on va réaliser. Donc, je vais essayer de compiler les 10 erreurs les plus communes qu'on pouvait rencontrer dans ces premières expériences, voire même quand on cherche à enrichir son savoir sur le jeûne en pratique. Et puis souvent on va se lancer des défis, faire des essais, introduire des nouveautés. Et puis on peut risquer de faire des erreurs qui nous amènent ou à des résultats pas intéressants, voire à l'échec et à la rupture de jeûne, voire même à un état de détérioration partielle de certaines fonctions de l'organisme, notamment au niveau du système digestif. Ça c'est plutôt à la descente ou à la reprise. Donc j'ai essayé de les compiler, pas par ordre, ni d'importance ni de schéma dans le temps du jeûne, mais plutôt par catégorie, on va dire. La première des choses, sur ces 10 points, c'est: a-t-on vraiment besoin de jeûner? Lorsqu'on décide d'entreprendre un jeûne, c'est de se poser la question: pourquoi je veux le faire? Est-ce que ça répond à une envie? Est-ce que ça correspond au fait, après avoir synthétisé, lu des informations sur le jeûne, ou en avoir collecté, ou par le biais de vidéos, de conférences, voire même d'entretiens avec des personnes, des spécialistes, si j'ai envie de jeûner, est-ce que ça répond à un besoin ou à une envie? Évidemment que l'envie va être intellectuelle, le besoin va être venir du corps, et c'est toujours plus intéressant de venir contacter le besoin. Évidemment qu'on peut aussi rentrer dans une démarche intellectuelle de se dire, j'ai programmé mes vacances pour jeûner tranquille, donc je me sens prêt et j'organise la descente en fonction de ça, mais quand bien même on prévoirait, quand je parle de s'écouter, c'est l'organisme en a-t-il vraiment besoin, et surtout, est-il vraiment prêt? Puisque je ne vais pas revenir en détail, puisque je l'ai détaillé sur d'autres parties, d'autres enregistrements. Si on est sous vital, si on est vraiment épuisé, on peut avoir envie de faire un jeûne pour des raisons tout à fait intellectuelles, mais c'est peut-être pas le moment opportun. Peut-être qu'il est intéressant de travailler un peu sur un regain de vitalité, et ça serait plus intéressant. De la même façon que si on est trop mince, ou voire maigre, et si on a peu de capital de graisse en réserve, le jeûne va être très court, et on peut être rapidement en dessous du poids de sécurité, fixé par les barèmes hygiénistes, donc ça sera peut-être pas intéressant. Donc on peut avoir envie, dans ces cas de figure-là, pareil, si on est instable émotionnellement, on peut peut-être avoir envie de jeûner, mais peut-être que c'est pas le meilleur des moments. Peut-être là, plutôt que d'être en jeûne, dans tous ces cas-là, c'est d'aller plutôt vers des diètes spécifiques. Des monodiètes, des alimentations hypotoxiques, des monodiètes variées, peu importe. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de répondre à un besoin, à une écoute intérieure, et pas forcément à une volonté intellectuelle, soumise à une influence du mental ou de l'extérieur. Ça, c'est pour le premier point, le point de départ. Ensuite, ça c'est une erreur qui est très 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 fréquente, qui est à rejoindre aussi, qui rejoint la première des erreurs, c'est la descente alimentaire mal conduite. Alors elle peut être mal conduite pour plusieurs raisons, mais généralement je m'intéresse au jeûne, et rapidement je veux passer à l'acte et jeûner. Et donc je le fais dans l'emportement, et donc j'écoute peu mon besoin, et je veux jeûner tout de suite, et soit je ne fais pas de descente alimentaire, soit j'en fais une mais très rapide. C'est-à-dire que beaucoup d'individus passent d'une alimentation, on va dire lambda, c'est-à-dire très dégradante, et extrêmement peu physiologique, à un jeûne. Et évidemment là il va y avoir des manifestations assez aiguës, très désagréables, et les premiers jours de jeûne vont être assez atroces à vivre, avec des symptômes de détoxination très forts, puis surtout une crise d'acidose assez horrible à vivre. Donc, si on faisait une détoxination progressive par palier, réduction calorique, réduction des aliments non physiologiques, monodiète et jeûne hydrique avant de rentrer, on va dire avec des bouillons, des jus, etc. On va dire cure hydrique, ça serait bien plus intéressant. Mais c'est encore quelque chose que je rencontre trop souvent, quand bien même il y a beaucoup d'informations qui sont
qui sont données depuis une quinzaine d'années. On va dire tout le monde est assez d'accord pour le fait, autour du fait de ne pas rentrer dans un jeûne de manière brutale, abrupte, mais quand même c'est encore légion, ces exemples-là de personnes qui se lancent dans le jeûne sans avoir réfléchi au fait qu'il faut effectuer des transitions. Alors évidemment là c'est comme si vous étiez tranquillement sur l'autoroute en 6e et que vous passez en 3e, c'est le moteur surchauffe, c'est la même chose pour l'organisme. Lorsqu'on le violente, c'est absolument pas accepté correctement et ça produit des troubles. Et ce qui est en plus dommage, c'est que la plupart des gens, il y a deux cas de figure, c'est soit ils arrêtent abruptement en disant le jeûne c'est douloureux et c'est dangereux. Ce qui est faux, c'est eux qui ont fait en sorte que les choses soient douloureuses et qui se sont mis dans des endroits dangereux. Ou alors, je suis tout à fait satisfait, le jeûne, j'en ai vraiment chié, j'ai vomi, j'ai eu des sueurs, des éruptions cutanées, j'avais des tremblements la nuit. C'est des symptômes, oui c'est sûr, c'est des symptômes de détoxination qu'on a largement pu éviter. Le but c'est pas de passer en force et puis de faire une compétition pour voir quelle est la personne qui va avoir le plus de symptômes, c'est que ces symptômes-là soient dilués sur la descente alimentaire. C'est-à-dire que la descente alimentaire c'est déjà de la détoxination. Étymologiquement, le jeûne, c'est déjà quand on est en restriction calorique par rapport à nos besoins. Une descente alimentaire bien menée, elle amène à ça. C'est-à-dire si on prend une semaine, 10 jours, pour faire une descente alimentaire, c'est autant de préparation, de détoxination, et qui fait qu'on arrive dans le jeûne avec un palier très agréable, et avec des premiers jours où la crise d'acidose est assez peu marquée. Donc ça c'est une erreur, je dirais, de toutes celles que je vais noter. Je pense que c'est la numéro 1, elle arrive largement au-dessus. Et donc voilà, mal conduire sa descente est un gros problème. La troisième erreur, qui rejoint aussi cette notion-là, c'est la notion de purge, de faire des lavements, des hydrothérapies, avant de rentrer dans le jeûne. Alors certaines personnes ont conscience que la descente alimentaire est importante et que tant que les aliments vont stagner dans les intestins, il va y avoir une digestion et une assimilation. Donc évidemment, si ce sont des aliments physiologiques, essentiellement fruits et légumes, l'assimilation se fait très facilement, la digestion aussi, ça prend peu d'énergie. En revanche, si on finit avec une pizza ou même simplement en mangeant de légumes frits et puis de la viande, ou des produits qui putréfient dans les intestins, et évidemment que les premiers jours vont être compliqués. Donc ces gens-là auront souvent recours aux purges plutôt que d'entreprendre une descente alimentaire. Ils pensent s'économiser la descente alimentaire en faisant une purge, des lavements. Alors des purges soit par hydrothérapie, soit en prenant des sels minéraux qui sont généralement irritants, soit des différents laxatifs, même des laxatifs chimiques. J'ai même vu des médecins qui recommandaient des laxatifs chimiques. Il y a aussi cet exemple de médecin qui avait lui recommandé les laxatifs pour chevaux en Suisse, et qui avait complètement pulvérisé l'écosystème intestinal des patients à qui il faisait ça. Heureusement, il ne pratique plus, à ma connaissance, mais voilà, des fois on me donne des exemples assez bizarroïdes de produits utilisés pour vidanger les intestins. Ce sont des choses généralement extrêmement irritantes. Et puis surtout, si elles ne sont pas irritantes, elles sont énergivores. Donc toute l'énergie qui va être déployée pour effectuer cette purge ne sera pas mise aux premières heures, voire aux premiers jours de jeûne. Donc c'est autant de temps de perdu, puis pour le coup, si le jeûne est un acte naturel, la purge est quelque chose qui est absolument antinaturel. Donc dans le cadre d'un jeûne hygiéniste, évidemment, on ne fera jamais de purge, il n'y a jamais de risque d'occlusion, il n'y a jamais de risque de constipation, bien au contraire. Le jeûne est extrêmement savant pour la résolution des problèmes de constipation. Donc c'est une erreur vraiment à ne pas produire que de procéder aux purges. Je reviendrai plus tard sur les purges qui peuvent être envisagées par certaines personnes durant le jeûne lui-même. La quatrième erreur qu'on peut rencontrer, c'est le fait de ne pas avoir de cadre et d'environnement propice pour faire son jeûne. C'est-à-dire qu'on décide d'entreprendre un jeûne et on fait ça en famille. Alors déjà, s'il y a les tentations pendant les repas avec les autres personnes du foyer, c'est compliqué.
on n'arrive pas à être complètement dans notre jeûne. Alors certains diront que ça fait un test mental, moral, à la volonté. Oui, si on peut s'épargner ces supplices-là, autant le faire. Et puis surtout, on peut un environnement hostile avec un conjoint ou une conjointe, ou alors d'autres personnes du foyer, des enfants, ou alors si même nous-mêmes on est jeune adulte avec les parents, c'est-à-dire un regard un peu malveillant, hostile, quant à la pratique du jeûne. Donc là, ça sera mais tu es en train de devenir malade, regarde, ou tu maigris, ou tu es tout blanc, tu es tout le temps allongé, tu devras appeler le médecin, etc., etc., etc. Donc ne pas avoir de cadre propice, c'est aussi un frein, et beaucoup de personnes abandonnent, ou alors ne vivent pas un jeûne de manière épanouissante du tout. Ou alors tu sens mauvais, force-toi un peu à te laver, lave-toi les dents, enfin bref, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. On va dire vivre son intimité de jeûneur, c'est aussi se laver quand on en a envie, rester au lit le temps qu'on a envie. Il faut dire ce qu'il y a, c'est quand on fait un vrai jeûne hygiéniste, ça détoxifie beaucoup par la peau et les voies pulmonaires, donc il y a une odeur extrêmement forte, âcre, acide, donc c'est pas agréable du tout pour les autres. Et donc souvent le regard que renverra l'autre envers nous va pas être très, très attendrissant. Donc si on a la chance d'avoir un environnement propice à la maison, d'être au grand air, etc., c'est très bien. Si par contre on vit en ville dans le stress, dans un petit appartement où on se croise beaucoup, c'est problématique. Et quand je parle de cadre, c'est aussi le travail. C'est-à-dire que si vous jeûnez en travaillant, je vais revenir sur le point d'après, le 5e, sur l'activité pendant le jeûne, mais au travail aussi, vos collègues peuvent avoir un regard au niveau de votre environnement partagé, pas très bienveillant, un peu inquisiteur, voire moqueur. Ça, c'est pas quelque chose qui a souhaité. Voilà, si on peut éviter ce genre de situation, alors si on ne communique pas dessus, c'est bien, mais en général, ça se voit. Et puis il y aura toujours le colloque pour proposer un café, un thé, pourquoi tu viens pas manger à la cantine, pourquoi tu prends pas une part d'anniversaire du 50 ans de Chantal, ou pourquoi tu bois pas pour le pot de départ de Daniel. Voilà, ça se démasque assez vite, comme quelqu'un qui fait un régime, quoi. Donc autant ne pas rentrer dans ce jeu-là et plutôt faire en sorte de faire ça pendant des week-ends prolongés, des vacances. Le 5e point, donc, c'est travailler en jeûnant et de manière générale avoir une activité, on va dire, motrice, telles que les activités physiques, le sport, etc. Donc évidemment, tout type d'activité physique, le travail y compris, est énergivore. Donc toute l'énergie qui va être déployée pour, en définitive, accomplir des activités physiques, l'énergie va être mobilisée pour cela et jamais pour la détoxination. C'est vraiment le capital vital, la force vitale qui détoxifie plus qu'autre chose. Donc si vous la mobilisez à des ressources extérieures, ils n'iront pas vers les processus internes, c'est-à-dire les processus subconscients, pour faire une autolyse cellulaire. Il n'y a que peu d'intérêt à jeûner en travaillant, en faisant des activités physiques, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Le système digestif est au repos, donc ça peut être intéressant. Mais il y a une forme d'irritation à pas pouvoir vivre son jeûne correctement. Et puis si on peut s'en trouver très heureux, d'être très performant au travail et plus que d'habitude au niveau de ses activités physiques, c'est normal, puisqu'on économise l'énergie digestive, qu'on a un sommeil plus réparateur. Donc il n'y a pas de surprise à être plus efficace en période de jeûne. Voilà. Alors, par contre, si on sait qu'on a des séminaires importants, des réunions importantes, etc., ou qu'on voyage pour son travail, là oui, il faut jeûner, mais c'est sur des périodes courtes et on ne cherche pas la détoxination, on cherche la performance. Là, c'est sur autre chose. Mais si on cherche un jeûne pour détoxifier, pour l'autolyse et la restauration organique, le travail est complètement antinomique, l'activité physique et le sport, tout autant. Donc il faut modérer autant que possible tout ce qui est de l'ordre de l'activité physique. 6e point, on va être tenté souvent pendant le jeûne d'avoir des mouvements plaisants puis d'être interventionniste. Alors interventionniste par la peur ou interventionniste par le plaisir. Alors, les interventions par le plaisir, ça va être le sauna, les hammams. Alors j'ai une causerie dédiée à cela, toutes les techniques d'hydrothérapie pendant le jeûne, que je ne recommande pas du tout parce qu'elles prennent énormément d'énergie. De toute façon, il y a juste à le tester pour s'en convaincre.
ça nous bouffe une demi-journée de jeûne complètement. C'est-à-dire pour que la thermorégulation se fasse, il faut déposer une énergie colossale qui est mise à l'intérieur, et là on va vers l'extérieur, vers les pores de la peau, pour faire transpirer et réguler la température. Donc c'est absolument pas à souhaiter. Moi je l'ai fait une fois, j'ai eu le malheur de faire un hammam pour tester, parce qu'évidemment j'ai dû faire une trentaine de jeûnes différents sous différentes formes, 30 jeûnes d'au moins une semaine, sous différentes formes pour tester, pour pouvoir en parler. Et donc je crois que c'était en 2011 ou 2011, j'avais testé le jeûne en faisant une fois un sauna, donc déjà j'avais été fatigué, puis le hammam ça m'a donné des maux de tête mais incroyables. J'ai dû prendre un bain froid pour faire redescendre la température, et je crois que ma tête allait exploser, donc c'est absolument pas souhaitable. Donc si on pense que la sudation qui va faire travailler l'émonctoire peau va amener une meilleure détoxination, c'est absolument pas le cas. Oui, on va transpirer, c'est sûr. Le simple fait d'augmenter la température fait transpirer. Mais par contre, le peu de détoxination qu'il y aura, on mettra une journée à s'en remettre. Et donc toutes les techniques d'eau, il y aura aussi des techniques de lavement. Alors il y a des gens qui recommandent le jeûne en faisant des lavements réguliers, voire quotidiens. Même réponse que pour les purges. L'énergie qui va être développée pour expulser des matières de manière forcée, puisque voulue par la seule volonté consciente de l'individu, va forcément inhiber les processus de détoxination après. Et puis surtout, le corps était sans doute à l'œuvre dans un autre endroit de l'organisme pour détoxifier quelque chose de spécifique. Ça peut être du mucus dans la gorge, la sphère pulmonaire, on va dire l'émonctoire rein, le foie qui est à l'œuvre. Et donc quand on va mettre une intervention externe comme un lavement, on va mobiliser toute l'énergie vers cet émonctoire intestin, ce qui n'est peut-être pas favorable. Il n'y a aucune raison de procéder à des lavements pendant le jeûne, ça ne sert à rien. Les matières vont sortir d'elles-mêmes. Vous aurez des gens qui vont avoir 3, 4, 5 selles sur un jeûne d'une semaine, d'autres qui n'en auront pas du tout. Cela montre que le corps procède intelligemment, de manière subconsciente, selon les besoins de chacun. Donc aucune utilité à entreprendre des lavements. Ce qu'on peut faire, par contre, je minore les choses pour les compresses chaudes qu'on peut mettre de temps en temps, par exemple sur le foie si on sent qu'il travaille. Là on va dans les directions, et dans la direction douce du corps, donc une petite bouillotte chaude 20 minutes. Si on sent que les reins travaillent fort, sur les reins. Si on sent que c'est le foie, on va mettre sur le foie. Voilà, ça c'est à modération, mais pareil, pas trop de bouillotte, pas trop non plus de toutes les techniques de Salmanov, on va dire des bains thermodifférenciés, avec la capillothérapie qui va prendre énormément d'énergie. Déjà rien quand on le pratique sans faire de jeûne, on met du temps à s'en remettre. C'est pour ça que moi je recommande souvent de le faire avant le coucher. Et donc quand on le fait en période de jeûne, à moins que ce soit un jeûne extrêmement thérapeutique avec des cas très spécifiques, et là c'est le conducteur de jeûne qui le décidera, mais il n'y a aucune raison de procéder à ces choses-là. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est, on va dire, technique d'eau. En restant sur l'eau, c'est celle qu'on va boire pendant le jeûne. Il y a beaucoup de questions par rapport à cela, c'est-à-dire de vouloir trop boire, c'est-à-dire que par la peur de ne pas se remplir de nourriture, qui est un réflexe normal, on va avoir tendance à surconsommer de l'eau et fatiguer les reins pour pas grand-chose. Alors hormis si on est perclus de déchets métaboliques acides sous forme de cristaux, et où temporairement la grande consommation d'eau va aider à les emporter dans les urines, il n'y a aucune raison de boire trop. Souvent on dit boire à sa soif, donc ça demande une écoute un peu intérieure, ou encore l'avis expert du conducteur de jeûne. Et puis aussi de forcer les choses en se disant tiens, j'ai envie de procéder à un jeûne sec. Le jeûne sec, par expérience, observé et pratiqué, quand il y a besoin, alors déjà c'est très rare que ça s'installe, c'est toujours par instinct, on ne se rend pas compte. Moi souvent les gens viennent me dire j'ai vraiment un dégoût de l'eau. D'accord, avec ma surveillance, tu peux jeûner sec là, si tu as le dégoût, pas de problème. À savoir que de toute façon, un jeûne sec devrait systématiquement être précédé d'un jeûne hydrique, 1 ou 2 jours, systématiquement. La marche on parle en détail.
J'en parle aussi un petit peu dans certaines causeries. Mais du coup, il faut toujours partir sur le principe de jeûner à l'eau. Et si on est surpris, ça ne doit jamais venir par l'intellect, jamais venir par le mental, si on est surpris par le dégoût de l'eau, eh ben on laisse faire, on observe. Et puis quand la soif revient, quand il y a une fraîcheur intense dans la bouche qui vient avec l'envie d'eau, eh ben on reprend. Et on reprend au ressenti. Donc pas se forcer à trop boire, pas se dire j'ai entendu qu'il fallait boire 63,72 centilitres d'eau toutes les 14h,3. Ça n'a rien à voir parce que chaque personne est différente, a un poids, une morphologie, une histoire, un système rénal différent, donc il faut simplement boire à sa soif. Donc et puis en plus ça veut dire quel type d'eau, etc. Mais ça on va pas en parler. Donc pas d'eau distillée non plus. Ça c'est des choses vraiment pas recommandées pendant le jeûne. Mais pas de surconsommation d'eau et pas de sous-consommation d'eau qui en général sont plus le fruit de l'intellect que d'autres choses. Il y a quasiment jamais d'erreur quand les personnes sont branchées, enfin j'ai jamais constaté d'erreur quand les personnes étaient branchées sur leur ressenti. Par contre j'en ai vu quand les gens intellectuellement disaient je vais boire trop d'eau ou alors je vais me priver d'eau. Là c'est souvent qu'on constate que on tente ça force sur le corps. Ça nous amène au 8e point, qui est d'intellectualiser les choses et aussi de s'intellectualiser. Donc intellectualiser les choses, ce sont des exemples que je disais, c'est de chercher trop la maîtrise. Il ne faut pas trop que je dorme, il faut que je dorme comme ci, il faut que j'aère comme ça, il faut que je cherche à faire un peu de stretching, des étirements, il faut que je fasse des respirations forcées pour bien activer les monctoires poumons, il faut que j'ai pas trop envie, mais je vais me forcer à faire des brossages de la peau pour activer le système lymphatique. Voilà, il faut toujours être dans une maîtrise, dans une recherche, dans une perfection qui est néfaste, puisque le jeûne c'est évidemment le lâcher prise, puisque plus on ouvre d'espace au subconscient, plus le jeûne se passe bien. Et la grande erreur, c'est que souvent on veut être bon élève, c'est-à-dire qu'avec le même raisonnement qui nous a amené à des erreurs, donc au jeûne, et bien avec ce même raisonnement-là, on va l'appliquer au jeûne. Donc évidemment, ça peut pas marcher, à moins qu'il y ait une transcendance entre le moment où on s'est rendu compte de nos erreurs et puis le moment où on pratique le jeûne. Généralement, cet intellectuel ne change pas. Donc l'esprit à maîtriser les choses n'est pas bon. Donc allons plutôt sur le lâcher prise et l'instinct. Donc ne pas intellectualiser les choses. Et ça correspond aussi à ce que je disais, j'ai lu que, donc je vais faire que, là je ressens ça, donc il faut que je fasse ça. Voilà, c'est vraiment sortir du cadre du jeûne que d'intellectualiser. Et quand je précisais s'intellectualiser, là ça veut dire rechercher aussi la quête permanente du travail mental pendant le jeûne. Ça peut être, je vais lire, je vais dépioter tous les livres possibles sur le jeûne pour analyser mes symptômes, pour observer, pour voir ce qui se passe, pour approfondir, je vais prendre des notes. Ou alors, je vais profiter du jeûne pour lire le dernier Guillaume Musso que j'ai pas pu lire pendant les dernières vacances. Et puis donc, je vais le lire. Bon, Guillaume Musso, ça va, c'est pas trop, ça prend pas trop d'énergie intellectuelle. Mais c'est une petite blague. Hein. Désolé pour ceux qui lisent Guillaume Musso, mais je veux dire, sans parler de ça, le fait de travailler intellectuellement va prendre de la ressource énergétique au même titre que d'avoir des activités physiques ou de travailler. C'est-à-dire que c'est l'énergie qui est mise sur la concentration, sur la lecture, sur la réflexion, forcément coupera de l'énergie qui doit aller vers la détoxination. D'ailleurs, on le sent, quand on a un détox intense, tous les gens vous disent « je suis fatigué, je suis au ralenti ». En fait, c'est pas qu'il y a de la fatigue, c'est pas qu'on est au ralenti, c'est qu'on est extrêmement alerte et extrêmement vif, mais ces deux ressources-là sont mises à l'intérieur sur des processus complexes et spécifiques de la détoxination. Donc s'intellectualiser, ça n'a pas grand intérêt. De la même façon, regarder des documentaires, nourrir son esprit d'une manière ou d'une autre. Par contre, avoir des activités épanouissantes comme la chose artistique, ça oui, faut que ça aère l'esprit. Voilà, ça doit être fluide, ça doit être léger, ça doit être de l'écriture assez intuitive, de la peinture libre, voilà, des arts graphiques, ou alors même des petits mandalas, des choses comme ça, avec des pierres ou autres, peu importe. Ça, ce sont des choses qui sont intéressantes, épanouissantes, et qui ne sont pas l'ordre de l'intellect, c'est de l'ordre du faire et du délier. Donc ça, c'est très intéressant. 9e et avant-dernier point, c'est, dans la continuité de ce que je disais, l'intellectualisation, c'est de programmer une durée.
C'est-à-dire, je veux jeûner 7 jours, de lundi matin à dimanche soir. Il n'y a pas grand intérêt à programmer une durée parce qu'il faut se laisser surprendre aussi. Alors évidemment que si on fait pendant ses vacances, oui, on va programmer, mais quand je dis programmer une durée, c'est surtout programmer une reprise, ce qui amène à, deuxième point de ce point-là, chercher la performance. Donc si on sent qu'au bout de 5 jours c'est assez, on ne va pas pousser sur le 6e ou le 7e. C'est une erreur, parce qu'il y a toutes les occasions de refaire un jeûne plus tard qui ira plus loin. Si cette fois-ci c'est 5 jours, c'est 5 jours. Et ça n'a rien à voir avec les expériences antérieures au jeûne. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois de vouloir, mais de prime abord, c'était pas quelque chose que je m'imposais. Jeûnais une semaine et au bout de 4 jours, je reprenais à manger parce que je sentais que soit j'arrivais pas à être dedans, soit c'était pas le moment, soit c'était pas le moment d'aller plus loin. Donc je reprenais. Et ça, on le sent pareil. Et c'est pas une fausse sensation de faim, c'est pas autre chose. C'est vraiment un ressenti qu'on a. C'est stop, c'est assez. Et après, souvent, on comprend pourquoi. En remangeant, quelles étaient les limites. Voilà, souvent, on n'avait pas la vitalité pour jeûner aussi longtemps, ou alors on n'a pas su se détacher trop de certaines activités les premiers jours. En tout cas, ne pas programmer de durée. S'il y en a une qui est mise, ne pas avoir honte, entre guillemets, d'abréger le jeûne. On ne va pas flancher, on n'est pas en échec, on n'est pas nul, on est simplement dans la vigilance et la bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, ce qui amène au troisième point de ce point-là, la compétition avec les autres, c'est-à-dire j'ai dit à l'autre que j'allais faire 7 jours, à l'autre avec un grand A, hein, à l'autre que j'allais faire 7 jours, donc il faut que je m'y tienne, sinon je vais passer pour un moins que rien. Ou alors la compétition avec soi-même. Il faut que j'y aille, il faut que je le fasse, il faut que je me prouve que. Donc là on est dans de l'ego. Dans de l'ego complet, et évidemment l'ego n'a rien à faire avec le jeûne, où justement on doit s'allonger dessus assez proprement. Donc vraiment là, voilà, programmer une durée, chercher la performance, être dans une pseudo-compétition avec soi-même, ça c'est de l'ego, mal placé, qui n'amènera qu'à une expérience mitigée. 10e et dernier point, 10e erreur la plus commune pour un jeûne, c'est une mauvaise reprise. J'appelle mauvaise reprise une reprise qui est souvent inadaptée car trop rapide, trop condensée dans le temps, voire compulsive. Alors évidemment que si on a privé son organisme de nourriture pendant un jour, il n'y aura pas les mêmes conséquences à mal reprendre que sur un jeûne de 15 jours ou 3 semaines. Évidemment. Donc l'estomac se rétracte, les intestins se sont resserrés, se sont nettoyés, le système assimilatif marche à plein régime. Donc si on reprend de manière inopinée, ça peut être catastrophique. Reprendre avec énormément de sucre fait monter la glycémie et ça peut avoir des incidences graves. Il y a des personnes qui sont décédées en reprenant avec des gros volumes de dattes. Vous avez aussi des personnes qui sont décédées d'occlusion intestinale en remangeant des pommes de terre, donc c'est-à-dire simplement en reprenant des aliments inadaptés. Et puis, alors c'est très très courant là, les phénomènes d'occlusion, de reprendre avec des gros repas, des farineux, des choses comme ça. Donc là, non seulement c'est dangereux, bon là on a vu, ça peut même être mortel, et puis ça peut complètement annuler les effets du jeûne, voire on peut se retrouver dans un état digestif pire qu'avant le jeûne. Donc c'est vraiment important de surveiller, de planifier. Il y a un adage qui est répété, tout le monde peut jeûner, seul le sage peut reprendre. Et ça c'est assez vrai. Donc là, autant être bien encadré. Et quand je dis encadré, c'est pas forcément avec une personne, mais au moins de demander à notre entourage d'exercer une vigilance sur ce qu'on fait. Alors remplir peu le frigo, remplir peu les placards, et puis surtout ne pas hésiter à procéder à une technique, si on sent qu'on est vraiment dans la compulsion, de mastiquer beaucoup et de recracher. De toute façon, les aliments ne seront pas bénéfiques. Donc de recracher en bouillie, d'avoir la sensation de faire travailler les mâchoires. Quand on jeûne longtemps, les mâchoires sont extrêmement fatigables. Donc on aura des douleurs dans les muscles des mâchoires. Quand on jeûne au-delà de 10 jours, c'est systématique, quasiment systématique. Il y a une petite atrophie des muscles des mâchoires.
Donc le fait de mastiquer sans avaler va nous épuiser, on n'aura pas trop envie de manger. Donc ça c'est une chose, et puis manger des choses physiologiques, des fruits ou des légumes. Faire attention aussi, il y a des personnes qui reprennent au jus, mais qui reprennent des trop grandes quantités de jus, et là l'estomac se distend. Et selon les aliments qu'on va mettre dans le jus, ça va être plus ou moins irritant. Pareil avec le danger de mettre trop de fruits puis de faire rapidement monter la glycémie. Donc voilà, faire attention vraiment à la reprise, c'est vraiment un aspect primordial. Quand je disais sur le deuxième point, deuxième erreur que je nommais la descente alimentaire mal conduite, là on est clairement le podium, c'est forcer les choses, la descente alimentaire, la reprise alimentaire. Voilà, ça c'est les trois erreurs qui sont les plus communes et qui amènent le plus de désagréments, voire de danger pendant le jeûne lui-même. Donc reprise alimentaire, très grande vigilance. Alors je vais pas développer les points plus que ça, puisqu'en définitive c'est plutôt un travail de synthèse là que j'ai fait sur cette causerie. Vous pourrez retrouver dispatché dans toutes les causeries que j'ai faites les points détaillés, donc c'est-à-dire comment faire une descente alimentaire, comment faire une reprise alimentaire, combien de temps jeûner, les activités physiques pendant le jeûne, les techniques d'hydrothérapie pendant le jeûne, les activités physiques pendant le jeûne, voilà, l'instinct pendant le jeûne, la sensation de faim pendant le jeûne, tout ça ce sont des points que je détaille abondamment sur 20-30 minutes à chaque fois. Donc là je n'allais pas le refaire, donc je renvoie sur les causeries spécifiques qui détaillent ça. Mais là l'ambition de cette causerie c'était surtout, si on a envie de se lancer dans un jeûne, de déblayer un peu le terrain, puis de se dire ah oui, moi tiens, je m'étais programmé de jeûner du jour au lendemain, et puis de faire du sport parce que j'ai vu que le système lymphatique c'était bien, puis de boire 1 litre et demi d'eau parce qu'on a dit ça. Voilà, c'est déjà de déblayer quelques idées reçues, parce que ces erreurs-là, en fait, sont autant d'idées reçues. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées, même dans des ouvrages très sérieux, qui paraissent très sérieux, mais pareil, qui sont trop intellectuels, et souvent ce sont des gens qui n'ont jamais encadré de jeûne, ou alors qui n'ont jamais poussé l'expérience du jeûne eux-mêmes, ou alors qui n'ont pas du tout été formés à l'hygiénisme. Et c'est vraiment dans l'hygiénisme, dans le jeûne, pardon, c'est l'hygiénisme qui fait office de référence, puisque c'est de la biologie, c'est du travail cellulaire, c'est du pragmatisme, et surtout ce sont les hygiénistes qui ont fait jeûner le plus de personnes à travers le monde. Voilà, Shelton, voilà, vous avez en France Mosseri, Mérien, Pasbeck, enfin voilà, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur des dizaines de milliers de cas d'expériences de jeûneurs pour savoir quelles sont les erreurs les plus communes qui sont rencontrées. Donc là c'était une synthèse autant sur la théorie de ce qui peut être véhiculé dans l'hygiénisme, et puis surtout ce sont des erreurs que je rencontre même systématiquement, plusieurs fois par année, même des dizaines de fois par année à chaque fois, soit qu'on me demande, soit que des questions qu'on me pose par rapport à ces choses-là. Donc je me dis que c'est des erreurs qui allaient être faites s'il n'y avait pas de réponse, ou alors des erreurs qui ont été commises, puis on me demande comment rattraper, ou alors on me rapporte des expériences. Donc voilà, ce sont toutes des choses qui arrivent fréquemment. Donc bien prendre le temps d'observer ces 10 points, de les détailler, et puis en fait ça nous renvoie à chaque fois sur une chose, c'est ne pas intellectualiser et forcer les choses, mais plutôt être dans l'instinct, dans l'écoute intérieure, dans la bienveillance, dans le recul, et puis surtout dans le lâcher prise.